Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences. Dans ce nouveau chapitre, on va s'intéresser à l'utilisation des propriétés qu'on a vues sur les intégrales dans le chapitre précédent et les appliquer au cas des transformés de Fourier. Donc les objectifs de ce chapitre. Donc appliquer les résultats vus sur les intégrales dans le chapitre 5, dresser un panorama des transformés de Fourier qui seront utilisés pour les phénomènes physiques qu'on sera amené à étudier, donc soit temporels, soit spatio-temporels. Manipuler et voir quelles sont les principales propriétés des transformés de Fourier. Étendre et consolider le principe de la notation ou de la représentation complexe, au cas d'excitation non plus monochromatique, mais pouvant faire intervenir toutes les fréquences possibles. Des applications électroniques des transformés de Fourier. Une question un petit peu bizarre qui sera celle des fréquences négatives. Alors, la justification de la construction des transformés de Fourier, elle interviendra dans un chapitre ultérieur qui traitera en fait des produits scalaires sur les fonctions. Donc dans ce chapitre, on va s'intéresser à manipuler d'un point de vue mathématique les transformés de Fourier et voir en fait comment on peut les appliquer par exemple à l'électronique. On va commencer par dresser un panorama de quelques transformés de Fourier. Et on va commencer par une que je vais appeler naturelle, s'agissant de la transformée de Fourier temporelle et de son inverse. Alors, les expressions, comme j'ai dit, on les justifiera plus tard dans un autre chapitre. Et ce que je vais donner, c'est les formules les plus générales pour chacun des cas de figure étudiés. Et pour la transformée de Fourier temporelle et son inverse, on va s'intéresser à des signaux purement temporels. Donc la transformée de Fourier, ou TF, à partir du signal temporel S de t, elle va permettre de calculer grand S de f, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t, que multiplie l'exponentielle de moins 2 pi jft dt. Et pour la transformée de Fourier inverse, ou TF-1, on partira donc de grand S de f pour synthétiser S de t, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand S de f, que multiplie l'exponentielle 2 pi jft df. Alors, on va avoir une deuxième définition de la transformée de Fourier temporelle, que je vais appeler une définition un peu plus physique. Pourquoi ? Parce qu'en physique, on préfère souvent utiliser la variable oméga égale 2πf comme variable fréquentielle, plutôt que de devoir en fait sans arrêt écrire des 2πf. Donc ça nous conduit aux deux définitions alternatives suivantes. Alors pour la transformée de Fourier, qu'on va appeler maintenant la TF indice oméga, à partir de S de t, signal temporel, je vais calculer grand S d'oméga, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de S de t que multiplie exponentielle de moins j t dt. Et pour la transformée de Fourier temporelle inverse, ou TF oméga moins 1, à partir de S d'oméga, je vais reconstruire ou resynthétiser S de t, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de grand S de oméga que multiplie exponentielle j t, et en faisant une intégration sur oméga, donc avec un d oméga sur 2pi. Alors, par rapport à la transformée de Fourier naturelle, dans la transformée de Fourier physique ou TF oméga, on a donc en lieu et place de S de f grand S d'oméga, et ici en fait au lieu d'avoir exponentielle moins 2 pi jft, on a exponentielle moins j t. Pour la TF oméga moins 1, ce qui change, alors c'est, bon, on a bien entendu S de oméga en lieu et place de S de f. Au lieu d'exponentielle de pi jft, on a exponentielle j t. Et au lieu d'avoir df, vu qu'oméga c'est 2πf, donc f c'est oméga sur 2pi, donc df on va le remplacer par d oméga sur 2pi. C'est pour ça qu'on va voir apparaître en fait des 1 sur 2pi un petit peu partout à chaque fois qu'on sera sur des définitions physiques des transformés de Fourier. Alors maintenant, on peut avoir aussi en fait des phénomènes qui sont spatiaux et qui dépendent d'une seule variable. Donc on a besoin d'une transformée de Fourier spatiale, un d de son inverse. Donc ça c'est donc pour l'étude des phénomènes qui ne dépendent que d'une seule variable spatiale qu'on notera R. Et par exemple, je pense à l'étude de la perce ou des évolutions de la section transverse pour un guide d'onde. Ce qu'on va trouver pour l'étude par exemple des trompettes, des corps d'harmonie ou des corps anglais, du trombone par exemple. Donc la construction de la version spatiale 1D de la transformée de Fourier, on a besoin en fait pour la faire d'un analogue spatial pour le temps. Donc
le temps t, on va le remplacer par r. Pour la pulsation oméga, l'analogue spatial, ça va être le nombre d'ondes k. Et on va adopter le même principe de construction que celui pour la transformée de Fourier temporelle. Donc ça nous conduit aux définitions suivantes pour la transformée de Fourier spatiale 1D. Commençons d'abord par la transformée de Fourier spatiale 1D, qu'on appellera aussi la TF indice K. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer en indice le nom de la variable en fait qui est considérée. Donc ici, c'est S indice K, calculé en K, calculé à partir du signal purement spatial unidimensionnel S de R, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de S de R que multiplie exponentielle moins JKR dr. Pour la transformée de Fourier spatiale 1D inverse ou TFK-1, à partir de S indice K de K, je vais reconstruire ou resynthétiser le signal S de R. Comment ? Comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S indice K de K, exponentielle JKR, et avec comme intégrande dk sur 2pi. Alors maintenant, on va avoir une définition de transformée de Fourier spatiale tridimensionnelle et de son inverse. Pourquoi ? Parce qu'en général, les phénomènes spatiaux, ils dépendent beaucoup plus souvent de 3 variables. Et par exemple, on peut citer l'exemple de la variation de la géométrie dans une salle, ou du relief terrestre, ou par exemple de la description spatiale d'un théâtre antique gallo-romain ou romain, par exemple comme celui d'Épidore. Donc on a besoin donc de construire une version tridimensionnelle spatiale de la transformée de Fourier, et on va en fait le faire grâce à une extension de la version spatiale unidimensionnelle. Donc là où on avait la variable R, maintenant on est obligé de faire une extension à 3 coordonnées cartésiennes, x, y et z, et pour avoir une notation qui reste un petit peu compacte, on va introduire le vecteur position R de coordonnées x, y et z. Alors, là où on avait en 1D le nombre d'ondes k comme variable fréquentielle, maintenant on va avoir en fait une extension au vecteur d'onde k de coordonnées k indice x, k indice y et k indice z. Donc là où on avait des occurrences de kr, il faudra les remplacer par k scalaire r, donc k vecteur d'onde, scalaire le vecteur position r. Et par contre, on avait une intégration dans le cas de la transformée de Fourier 1D. Maintenant on en aura 3, une par coordonnée spatiale ou une par coordonnée du vecteur d'onde dans le cas de la transformée inverse. Avec tout ça, donc, on va aboutir aux définitions suivantes pour la transformée de Fourier spatiale tridimensionnelle. Donc pour la transformée de Fourier spatiale tridimensionnelle directe, à partir de S calculé en R vecteur position, on va avoir en fait S indice K vecteur calculé en K vecteur. Et ce coup-ci, l'indice, c'est le vecteur d'onde K. Donc S indice K vecteur calculé en K, on l'obtient grâce à l'intégrale triple de moins l'infini à plus l'infini à chaque fois, de S calculé au vecteur position R, que multiplie l'exponentielle moins JK scalaire R, et l'intégration elle est réalisée sur D3R qui correspond au produit dx, dy, dz. Pour la transformée de Fourier spatiale inverse, maintenant on part de S indice K vecteur calculé en K vecteur pour resynthétiser S indice R, où R c'est le vecteur position. Donc S calculé en R vecteur position, c'est l'intégrale triple à chaque fois de moins l'infini à plus l'infini, de S indice K vecteur calculé en K vecteur, que multiplie exponentielle J K scalaire R, et l'intégration, c'est D3K vecteur sur 2pi au cube, et D3K vecteur, c'est dkx que multiplie dky que multiplie dk indice z. Alors, maintenant, on va être obligé d'introduire une transformée de Fourier spatio-temporelle 4D ainsi que son inverse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les phénomènes physiques, en général, ils sont spatio-temporels, et leur étude, elle concerne l'espace-temps. Donc un espace quadridimensionnel, avec 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Donc du point de vue de la construction, il faut faire une extension des versions temporelles 1D et spatiales tridimensionnelles des transformées de Fourier. Donc pour les variables, on va avoir le vecteur position R pour les variables spatiales, T pour le temps. Pour la phase des exponentielles complexes, on va avoir la somme des phases temporelles J-T et de la phase spatiale Jk scalaire R, donc on aura J facteur de K scalaire R plus T. Et on aura 4 intégrations pour la transformée de Fourier,
1 par coordonnée spatiale du vecteur position, plus 1 pour le temps t. Et on aura aussi 4 intégrations pour la transformée de Fourier inverse, puisqu'il y aura une intégration par coordonnée du vecteur d'onde, plus 1 pour la pulsation oméga. Donc avec tout ça, on aboutit aux propositions de définition suivantes pour la transformée de Fourier spatio-temporelle 4D. Donc pour la transformée de Fourier spatio-temporelle 4D directe, à partir de S calculé en R vecteur position t, on va obtenir donc S indice k vecteur oméga calculé en k vecteur oméga, grâce à une intégrale quadruple allant à chaque fois de moins l'infini à plus l'infini, de S calculé en R vecteur t, que multiplie l'exponentielle de moins j facteur de k scalaire R plus oméga t. Et pour l'intégration, on va en fait la mener spatialement suivant 3 coordonnées, donc c'est pour ça qu'on est des 3R puisqu'on aura dx, dy, dz, et suivant le temps, donc c'est pour ça aussi qu'on a dt. Pour la transformée de Fourier spatio-temporelle 4D inverse, à partir de S indice k vecteur oméga calculé en k vecteur oméga, on va reconstruire, resynthétiser S calculé en R vecteur t. Donc on a donc une intégrale quadruple, là aussi, qui va de moins l'infini à plus l'infini pour chacune des intégrations. De quoi? De S indice k vecteur oméga calculé en k vecteur oméga, exponentielle de j facteur de k scalaire R plus oméga t pour la phase. Et l'intégration, c'est d3k vecteur d oméga sur 2pi à la puissance 4. Et dans d3k vecteur, on a dk indice x que multiplie dk indice y que multiplie dk indice z. Dans de nombreuses situations, on essaiera d'éviter en fait de se retrouver dans le cas quadridimensionnel. Et donc du coup, on va préférer l'adoption d'une représentation qui va permettre une description des phénomènes spatiaux en fonction d'une seule coordonnée spatiale si c'est possible. Alors par exemple, on essaiera d'adopter comme premier axe de coordonnées la direction suivant laquelle le phénomène se produit. Et ça, on pourra le faire par exemple en utilisant la direction de propagation pour les ondes planes. Donc plutôt que d'avoir en fait un repère quelconque et une direction de propagation en fait qui fasse intervenir 3 coordonnées, si on choisit la direction de propagation comme premier axe du repère, en fait on aura juste besoin de tenir compte uniquement d'une seule coordonnée spatiale, celle suivant x. Enfin on l'appellera en fait R. Donc ça veut dire qu'on va alors juste étudier des phénomènes qui vont dépendre des variables spatiales R et temporelles t. Et on conservera donc la pulsation oméga ainsi que le nombre d'ondes k comme variable fréquentielle. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir éliminer 2 désintégrations dans les transformées de Fourier spatio-temporelle 4D, 2 intégrales spatiales pour la transformée de Fourier directe, et 2 intégrales sur les composantes du vecteur d'onde pour la transformée de Fourier inverse. Donc à partir de ça, on va donc pouvoir proposer les définitions suivantes pour la transformée de Fourier spatio-temporelle 2D. Donc pour la TFK indice oméga, à partir de S de R et de T, on va pouvoir calculer S indice K oméga en K oméga, comme l'intégrale double, où à chaque fois on ira de moins l'infini à plus l'infini, de S calculé en RT, que multiplie l'exponentielle de moins J facteur de KR plus oméga T, k scalaire R se réduisant à KR, et pour l'intégration, on aura dr dt. Pour la transformée de Fourier spatio-temporelle de D inverse, ou TFK oméga moins 1, à partir de SK oméga calculé en K oméga, on resynthétisera S de R et de T. Comment? Grâce à une intégrale double, allant chaque fois de moins l'infini à plus l'infini, de S indice K oméga calculé en K oméga, que multiplie l'exponentielle de J facteur de KR plus oméga T, et pour l'intégration, on aura dk d oméga sur 2pi au carré. Alors dans la suite de ce chapitre, on va se concentrer sur le cas de la transformée de Fourier temporelle physique. Et on verra notamment comment appliquer ces transformées au cas de l'électronique pour étendre et consolider ce que l'on a déjà vu lorsqu'on a utilisé en fait la représentation ou notation complexe. Pourquoi? Parce que c'était dans un cas monochromatique et les phénomènes en fait intéressants, ils font intervenir beaucoup de fréquences, voire éventuellement une infinité de fréquences, du moins en théorie. Donc dans la suite, ce qu'on va considérer, c'est la transformée de Fourier temporelle. Donc la TF oméga, qui à partir de S de t permet de calculer grand S d'oméga comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins j oméga t dt, et la TF oméga moins 1, donc son inverse, qui à partir de S d'oméga permet de resynthétiser S de t
comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s d'oméga exponentielle j oméga t de oméga sur 2pi. Alors maintenant, on va s'intéresser aux propriétés donc, de la transfert Fourier et notamment de la TF oméga. Et on va commencer par la translation temporelle. Alors, dans la suite, en fait, on va supposer que la transfert de Fourier, donc quand s d'oméga existe bien. Donc sous réserve qu'elle existe, on va dire, si j'ai s de t, sa transfert de Fourier en oméga, sa TF oméga, c'est quand s d'oméga. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la transfert de Fourier en oméga associée à s de t moins tau. Alors s de t moins tau par rapport à s de t, c'est simplement sa version retardée ou translatée temporellement de tau. Donc qu'est-ce que ça donne? Quelle est la transfert de Fourier de s de t moins tau? Alors pour réussir à ne pas se tromper, ce qu'il faut, c'est utiliser l'astuce qui consiste à poser S1 de t, un signal intermédiaire défini comme S1 S de t moins tau. Pourquoi? Parce que pour S1 de t, je sais calculer quand S1 de oméga, puisque par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de t exponentielle moins j oméga t dt. Maintenant, je peux remplacer S1 de t par S de t moins tau, et donc S1 de oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t moins tau que multiplie exponentielle moins j oméga t dt, et attention, je n'ai pas exponentielle de moins j oméga t moins tau. Non, c'est pour ça que l'utilisation en fait de S1 de t permet de trouver l'expression de S1 de oméga sans faire d'erreur. Donc à partir de ça, maintenant en fait ce qui nous gêne, c'est qu'on a S de t moins tau. Donc on va utiliser en fait les propriétés du changement de variable dans les intégrales. Et ce qu'on va considérer, c'est le changement de variable u égale t moins tau. Ce qui veut dire que t, c'est simplement u plus tau. Et le dt, on va pouvoir le remplacer par du, parce qu'en fait, on considère que tau, c'est une constante. Donc, grâce au chapitre d'avant, on sait donc que l'intégrale, elle va s'exprimer en fonction non plus de s de t moins tau, mais de s de u, qu'exponentielle moins j oméga t, ça va devenir exponentielle de moins j oméga facteur de u plus tau, et que dt, c'est égal à du, donc ça va être du. Et u, vu que c'était moins tau, on avait t qui allait de moins l'infini à plus l'infini, donc u va de moins l'infini moins tau à plus l'infini plus tau, mais tau par rapport à plus ou moins l'infini, c'est négligeable, donc on a une intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc S1 de oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de S de U, exponentielle de moins j oméga facteur de U plus tau, du. Alors maintenant, on va utiliser la propriété des exponentielles, ou des puissances, qui est que E à la puissance A plus B, c'est exponentielle A que multiplie exponentielle B, quel que soit A et B complexe. Donc je peux réécrire S1 de oméga comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, ça ne change pas, S de U, et que exponentielle moins j oméga facteur de U plus tau, ça va me donner le produit exponentielle moins j oméga u, exponentielle moins j oméga tau. Maintenant, je fais une intégration sur u, j'ai un terme exponentielle moins j oméga tau qui constitue une constante, donc je vais pouvoir le mettre devant, ou plus prosaïquement, le sortir de l'intégrale. Donc S1 de oméga, c'est donc l'exponentielle moins j oméga tau, que multiplie l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de U exponentielle moins j oméga u du. Par définition, quand S d'oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de U exponentielle moins j oméga u du. Donc dans S1 de oméga, qu'est-ce que j'ai? J'ai exponentielle moins j oméga tau que multiplie quoi? S de oméga. Donc S1 de oméga, c'est simplement exponentielle moins j oméga tau, S d'oméga. Et ça, c'est vrai en fait, quel que soit tau, puisqu'on n'en a pris un quelconque au départ. Donc le résultat à retenir, c'est que S de t moins tau par la TF oméga, ça donne exponentielle moins j oméga tau que multiplie S d'oméga, et ça, quel que soit tau appartenant à R. Ça signifie que là où on a une translation temporelle, une fois qu'on se déplace dans l'espace fréquentiel grâce à la TF oméga, on va avoir un déphasage ou une modulation fréquentielle. Retardé de tau en temps, ça revient à multiplier par exponentielle moins j oméga tau. Donc à rajouter en fait un déphasage de combien? De moins j oméga tau. Alors maintenant, on va se pencher sur une deuxième propriété qui est la modulation temporelle. Alors au cas où, je vous mets quelques rappels. Donc la relation de Euler qui dit que exponentielle j oméga tau, c'est cosinus d'oméga tau plus j sinus d'oméga tau.
Et en remplaçant taux par moins taux, vu que le cosinus est pair et que le sinus est pair, exponentielle de moins j oméga taux, c'est cosinus de oméga taux moins j sinus oméga taux. Si je fais la somme de ces deux relations, je vois apparaître 2 fois le cosinus oméga taux. Donc je sais que cosinus oméga taux, c'est exponentielle j oméga taux plus exponentielle moins j oméga taux sur 2. Et par contre, si je fais la différence des deux relations, je vois apparaître que sinus oméga taux, c'est exponentielle j oméga taux moins exponentielle moins j oméga taux, mais divisé par 2j. Donc maintenant, là encore, on suppose que grand S d'oméga existe bien. Donc on suppose qu'à S de t, on va pouvoir associer grand S d'oméga par tf oméga. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la transformée de Fourier en oméga de S de t que multiplie exponentielle j oméga 0 t, quel que soit oméga 0 appartenant à R. Donc on va prendre un oméga 0, et on va réutiliser l'astuce utilisée pour la première propriété, qui consiste à introduire un signal intermédiaire. Donc ce coup-ci, je dis que S1 de t, c'est S de t exponentielle j oméga 0 t. Donc je peux reconvoquer l'expression de S1 de oméga, qui par définition s'écrit intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de t exponentielle moins j oméga t dt. Maintenant, je dis que S1 de t, c'est S de t exponentielle j oméga 0 t. Donc j'ai donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle j oméga 0 t exponentielle moins j oméga t dt. Là, j'ai un produit d'exponentielle. Je vais pouvoir dire que c'est l'exponentielle de la somme. Et si je mets moins j en facteur, j'ai exponentielle de moins j facteur d'oméga moins oméga 0 t. Et pour le reste, j'ai intégrale de moins l'infini à plus l'infini, s de t et dt. Alors, grand S d'oméga, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s de t exponentielle moins j oméga t dt. Donc dans S1 d'oméga, en fait, ce que je retrouve, c'est quasiment la même chose, si ce n'est qu'en lieu et place d'oméga, j'ai oméga moins oméga 0. Donc ça veut dire que mon S1 de oméga, c'est grand S calculé en oméga moins oméga 0. Donc S1 d'oméga, c'est grand S d'oméga moins oméga 0. Le résultat, c'est que S de t que multiplie exponentielle j oméga 0 t, quand je le transforme par la transformée de Fourier en oméga, ça me donne grand S d'oméga moins oméga 0, et ça, quel que soit oméga 0 appartenant à R. Donc ça veut dire que là où je réalise une modulation temporelle en multipliant par exponentielle j oméga 0 t, donc une modulation de pulsation oméga 0, je vais avoir une translation fréquentielle de oméga 0 pour la pulsation. Alors, troisième propriété qu'on va regarder, c'est ce qui se passe pour la convolution temporelle. Alors pour l'instant, la convolution, je la définis comme ça, comme le signal S de t, qui est obtenu à partir d'un signal E et d'un signal H, grâce à la définition où S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, dans le pire des cas, de E de taux, H de t moins taux des taux. Et sous réserve d'existence des TF oméga nécessaires, c'est-à-dire que E de t, sa TF oméga, grand E d'oméga existe, que H de t, sa TF oméga, c'est quand H d'oméga et qu'elle existe, et que S de t, sa TF oméga, quand S d'oméga existe. Bon, alors une remarque, petit h, c'est ce qu'on appellera la réponse simultionnelle, grand H, c'est ce qu'on a déjà vu, qu'on appelait la fonction de transfert. Donc la question, c'est, à partir de ça, comment s'exprime grand S d'oméga, et on aimerait bien trouver une expression en fonction de grand H et de grand S d'oméga. Donc la première idée, ça va être de dire, voilà, on va calculer la transformée de Fourier en oméga de S de t. Alors donc, par définition, grand S d'oméga, la transformée de Fourier en oméga de S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins j oméga t dt. Maintenant, j'injecte la définition de S de t, comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de taux H de t moins taux des taux. Donc, grand S d'oméga, c'est quoi ? C'est l'intégrale double, où chaque intégration va de moins l'infini à plus l'infini, de E de taux H de t moins taux, exponentielle moins j oméga t, des taux dt. Alors là, on va faire un changement de variable, parce que ce qui est assez antipathique, c'est le terme H de t moins taux, puisqu'on veut faire apparaître, idéalement, quelque chose qui soit fonction de grand H. Donc H de t moins taux, ça ne nous intéresse pas. Donc on va poser U égale t moins taux, soit t égale U plus taux, mais attention, dans ce cas-là, la variable c'est t.
Ça veut dire que si t c'est la variable, ben, taux, on considère ça comme une constante. Hein, c'est ce qu'on fait quand on fait une intégration. Si j'intègre sur t tout ce qui dépend de taux, c'est considéré comme une constante. Si j'intègre sur taux tout ce qui dépend de t, c'est aussi considéré comme une constante. Donc dans le cas où je pose t moins taux pour me débarrasser en fait du t moins taux et avoir quelque chose en fait qui soit uniquement une seule variable, ben, la variable c'est t, la constante c'est taux. Donc quand je dérive u égale t moins taux, j'ai donc du égale dt. Donc à partir de ça, je vais donc avoir une intégrale double de e de taux h de u exponentielle de moins j oméga facteur de t qui devient u plus taux. Le d taux dt ça devient d taux du. Le taux, il allait de moins l'infini à plus l'infini, ça ne change pas. Et t qui allait de moins l'infini à plus l'infini, on le remplace par u, qui va de moins l'infini moins taux à plus l'infini moins taux, donc il va aussi de moins l'infini à plus l'infini. Donc j'ai une intégrale double de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est dire, on avait l'exponentielle de moins j oméga facteur de plus taux. Donc on avait l'exponentielle d'une somme, donc on peut écrire comme le produit des exponentielles, exponentielle moins j oméga u que multiplie exponentielle moins j oméga taux. Et maintenant, quand on regarde, on a une intégrale double, on a des termes en fait qui sont fonction uniquement de taux, et des termes qui sont fonction uniquement de u. Et on fait une double intégration à la fois sur taux et sur u. Donc on va pouvoir en fait distinguer ce qui se passe suivant chacune des variables. Donc on commence par rassembler les termes. Donc on a e de taux exponentielle moins j oméga taux des taux. On a h de u exponentielle moins j oméga u du, et j'ai distingué mes deux intégrales. Ce qui me permet d'écrire en fait grand S d'oméga comme un produit de deux intégrales, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e de taux exponentielle moins j oméga taux des taux, que multiplie l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de u exponentielle moins j oméga u du. Mais ça, le premier terme, ça correspond à grand E de oméga. C'est la définition de grand E d'oméga. Et dans le deuxième terme, j'ai quoi ? J'ai simplement la définition de grand H d'oméga. Donc en fait, S d'oméga, c'est grand H d'oméga fois E d'oméga. Donc le résultat à retenir, c'est que là où on avait quelque chose qui était un petit peu compliqué, qui était S, qui était H qu'on par E, quand on transforme ça grâce à la TF oméga, grand S d'oméga, c'est simplement le produit grand H d'oméga fois grand E d'oméga, et ce, quel que soit oméga appartenant à R. Ce qui veut dire qu'à la convolution temporelle, grâce à la TF oméga, on a substitué une multiplication fréquentielle. Donc on avait une convolution des signaux H et E qui donnait S, et au final, on a quelque chose qui est grand S, qui est obtenu par la multiplication des transformés de petit h, grand H, et de petit e, grand E. Le deuxième résultat qu'on peut dériver, c'est la définition de la fonction de transfert grand H, comme la transférée de Fourier en oméga de la réponse simplifiée à petit h, et on voit en fait que grand H d'oméga, grâce à l'expression qui est là, c'est simplement comme ce qu'on avait déjà plus ou moins esquissé en utilisant la notation en représentation complexe, grand S d'oméga sur E d'oméga. Donc là, ce qu'on a bien, dans le cas de la transférée de Fourier, c'est la fonction de transfert qui est définie comme le rapport de la transférée de petit s, donc grand S d'oméga, sur la transférée de petit e, donc grand E d'oméga. Alors attention, en temporel, on a une convolution, donc on n'a pas petit h de t qui est égal à s de t sur e de t. Non, on a s calculé en t qui est égal à h qu'on par e en t. On n'a pas un produit, on a une convolution en temporel. Par contre, en fréquentiel, vu qu'on a une multiplication, on peut diviser la transférée de la sortie, S d'oméga, sur la transférée de l'entrée, donc E d'oméga. Maintenant, la dérivation temporelle. Donc, toujours sous réserve que quand S d'oméga existe, on dit toujours que S de t, c'est f oméga, c'est quand S d'oméga. Et la question, c'est que devient, par transfert de Fourier, la dérivée par rapport au temps de S de t. Évidemment, quel que soit t appartenant à R potentiellement. Donc première astuce, on va à nouveau introduire un signal intermédiaire. Donc S1 de t, on va dire que c'est d sur dt de S de t. Et deuxième astuce, c'est de partir non plus de la TF oméga, mais de la TF oméga moins 1. Pourquoi ? Parce que dans la TF oméga moins 1, on a S de t en fonction de S d'oméga. Donc
S de t, on le retrouve comme une intégrale sur oméga, donc une intégrale fréquentielle. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du grand S d'oméga, exponentielle j oméga t d'oméga sur 2pi. Et nous, ce qu'on veut, c'est étudier d sur dt. Donc on va être amené à faire la dérivation temporelle d'une intégration sur oméga. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir permuter la dérivation temporelle et l'intégration fréquentielle. Donc d sur dt de s de t, ce qu'on peut déjà écrire, c'est d sur dt de quoi ? De l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s d'oméga exponentielle j oméga t d'oméga sur 2pi. Maintenant, on va pouvoir permuter en fait les deux opérateurs, donc dire que d sur dt de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini sur oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini sur oméga de d sur dt, de ce qu'il y a dans l'intégrale, c'est-à-dire d sur dt de grand S d'oméga exponentielle j oméga t. Et ce faisant, on a utilisé une extension de la propriété de linéarité de la dérivation qui dit que la dérivée d'une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Bon, alors là, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas juste une somme, on a juste une intégrale. Mais une intégrale, c'est une somme en fait continue. Donc du coup, on comprend que, sous réserve des bonnes conditions, ce qui sera le cas en physique, on puisse permuter la dérivation temporelle et l'intégration fréquentielle. Donc maintenant, il faut que je calcule en fait la dérivée par rapport à t de s d'oméga exponentielle j oméga t. S d'oméga, ça ne dépend pas de temps, donc c'est une constante, donc on va pouvoir le sortir. Et j'ai juste à dériver l'exponentielle j oméga t. Là, j'ai exponentielle u de t, donc j'ai u' exponentielle u de t pour la dérivée, et le u', ça va être simplement en fait j oméga. Donc je m'aperçois que d sur dt de s de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de j oméga s d'oméga, que multiplie exponentielle j oméga t d'oméga sur 2pi. Ça, c'est la première expression que je vais considérer. La deuxième, c'est le fait que S1 de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand S1 d'oméga exponentielle j oméga t d'oméga sur 2pi, par définition. Et maintenant, je vais comparer les deux. Pourquoi ? Parce que S1, c'est d sur dt de s de t. Donc les 1 et 2, ça doit définir en fait exactement la même chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une identification. Bon, quand on regarde 1 et 2, dans les seconds membres, on a bien une intégrale qui porte sur d oméga sur 2pi, on a exponentielle j oméga t dans les deux cas, ce qui diffère c'est j oméga s d'oméga dans un cas, S1 d'oméga. Donc ce qu'on va dire, c'est que par identification, il faut que S1 d'oméga soit égal à j oméga s d'oméga. Donc puisque S1 c'est d sur dt de s, à partir de 1 et 2 par identification, on en déduit que S1 d'oméga c'est j oméga que multiplie grand S d'oméga. Donc le résultat utile, c'est que d sur dt de s de t, par transfert de Fourier en oméga, ça donne j oméga que multiplie grand S d'oméga, et ce, quel que soit oméga appartenant à R. Donc là où en temporel, on a une dérivation, en fréquentiel, on va avoir une multiplication par j oméga. Et c'est en fait déjà aussi une extension de ce qu'on avait vu avec l'utilisation des notations ou représentations complexes. Alors de la même manière, ce qu'on peut vérifier par récurrence, c'est que si je dérive n fois par rapport au temps, en temporel, en fréquentiel, ça revient à multiplier grand S d'oméga par j oméga à la puissance n. Et ce, quel que soit oméga, quel que soit n appartenant à n étoiles. Donc on va pouvoir transformer des équations différentielles en équations polynomiales en j oméga grâce à la TF oméga. Alors, on va se pencher maintenant sur le lien avec l'électronique, qu'on a déjà en fait plus ou moins esquissé, puisque ça fait quelques diapositives qu'on parle de l'extension et de la consolidation du principe de l'utilisation de la notation ou représentation complexe, à laquelle on va substituer dorénavant en fait la transformée de Fourier et par exemple la TF oméga. Donc on va commencer par les lois des composants passifs. Donc on a la loi d'Ohm. En temporel, on a U de t égale R I de t. Si on transforme cette loi temporelle grâce à la TF oméga, on a U d'oméga égale R que multiplie I d'oméga. Je peux donc introduire l'impédance suivante, grand S d'oméga, définie comme le rapport des transformés grand U d'oméga sur I d'oméga, et je vois que pour la loi d'Ohm, cette définition d'impédance me donne Z oméga égale R. Pour la loi de Lenz, où j'ai en temporel U de t égale L dI sur dt,
après application de la transformée de Fourier TF oméga, j'ai U d'oméga qui est égal à L que multiplie J oméga I d'oméga. Donc ce coup-ci, le Z d'oméga, si je dis que c'est toujours U d'oméga sur grand I d'oméga, je vois en fait c'est simplement J l'oméga. Pour la loi de Coulomb, on a I de t qui est égal à C du sur dt. Si on applique la transformée de Fourier TF oméga, on a donc I d'oméga qui est égal à C J oméga que multiplie U d'oméga. Donc Z d'oméga, vu que c'est grand U d'oméga sur I d'oméga, ça donne 1 sur JC oméga. Donc là, on a déjà retrouvé, bien entendu, en fait, les lois des composants passifs dans leur version fréquentielle, qui se traduisent en fait par quelque chose de la forme U d'oméga égale Z d'oméga fois I d'oméga. Et on a retrouvé en fait les impédances R, JL oméga et 1 sur JC oméga pour la résistance, l'inductance et la capacité. Maintenant, regardons ce qui se passe pour l'exemple emblématique du RLC série. Alors les conventions, donc E de t, je rappelle que c'était la tension aux bornes de l'association série. S de t, c'est la tension aux bornes de la capacité. Et on avait vu en fait que si on considérait notamment les lois des composants, la loi Ohmai et puis la définition de S comme tension de sortie, que E de t, c'est la somme S de t plus RC ds sur dt plus LC d 2S sur dt2. Si j'applique la transformée de Fourier à cette équation différentielle, je vais donc avoir E de t qui devient un grand E d'oméga, S de t qui devient un grand S d'oméga, RC ds sur dt qui devient J oméga RC S d'oméga, et LC d2 sur dt2 de S de t qui devient LC J oméga au carré S d'oméga. Donc dans le second membre, j'ai à chaque fois du S d'oméga, donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Facteur de quoi? De 1 plus JRC oméga moins LC oméga 2, puisque ici on a J oméga au carré qui va nous faire apparaître à moins 1. Donc je peux, à partir de cette équation-là, en déduire la fonction de transfert du filtre RLC série. Donc H d'oméga, c'est grand S d'oméga sur grand E d'oméga, et on retrouve en fait qu'on a bien 1 sur 1 plus J oméga RC moins LC oméga 2. Donc en fait, ce qu'on avait trouvé en utilisant les impédances et la loi du pont diviseur de tension, lorsqu'on avait considéré la notation ou représentation complexe. Donc ce qu'on a fait à ce moment-là, on peut le refaire et on peut en fait établir le lien entre la fonction de transfert, l'utilisation du pont diviseur de tension et des impédances, et l'équation en fait différentielle. Alors dualité. Ça va être une propriété un petit peu spéciale. Alors, on va commencer par démontrer le résultat. Alors, on va partir de la transformée de Fourier plutôt que de la TF oméga, car le résultat va s'obtenir de manière quasi immédiate. Et on verra dans le chapitre des distributions que la dualité dans le cas de la TF oméga, il y a juste un 2π en fait qui va apparaître. Donc on va considérer les expressions suivantes. Donc grand S de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins 2π ft dt par définition. La transformée de Fourier moins 1, c'est S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du grand S de f exponentielle 2π ft df, là aussi par définition. Et je vais calculer la transformée de Fourier de grand S de f, ce qui revient à appliquer deux fois de suite la transformée de Fourier à S de t. Donc, si je considère grand S de f comme un signal temporel, la variable temporelle maintenant c'est f. Donc par définition, j'ai bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Le S de t, maintenant c'est mon grand S de f. J'ai exponentielle moins 2πj ft, puisque j'ai changé le rôle de f et t. Mais par contre, ici, ma variable temporelle, si je fais la transformée de Fourier de grand S de f, c'est f. Donc j'ai donc une intégrale sur f. Par identification entre grand S de t et la transformée de Fourier de grand S de f, je vois que ce qui change en fait dans les deux expressions, c'est que j'ai t par exemple qui devient moins t. Donc c'est-à-dire qu'appliquer la transformée de Fourier à la transformée de Fourier de S de t, donc la transformée de Fourier de grand S de f, c'est simplement obtenir grand S de moins t. Donc grand S de t par transformée de Fourier nous donne grand S de f, qui par transformée de Fourier nous donne S de moins t. Donc si j'applique deux fois la transformée de Fourier au signal S de t, j'obtiens S de moins t, c'est-à-dire que je procède en fait à un retournement temporel. Je renverse l'axe des temps. Donc, alors maintenant, on va voir comment utiliser cette propriété. Donc, ce qui est intéressant,
c'est qu'on va pouvoir l'appliquer au cas des signaux pairs. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le retournement temporel d'un signal qui est pair, c'est lui-même. Donc S de t, si j'applique la transformée de Fourier 2 fois, je retombe sur S de t. Et à ce moment-là, ici j'avais un premier couple signal transformé, S de t donnait grand S de f, mais je vois que j'ai un deuxième couple signal transformé, et où en fait je vais pouvoir écrire que A grand S de f correspond à S de t par transfert de Fourier. Donc je peux ajouter le couple dans mes tableaux, le couple grand S de f, qui par transfert de Fourier donne S de t. Alors ça revient pour les signaux temporels pairs à pouvoir considérer aussi le couple signal transformé à l'envers, donc le couple retourné, entre guillemets, transféré de Fourier signal. Et l'intérêt, c'est que ça va permettre de trouver sans calcul des transferts de Fourier qui étaient compliqués. On va voir ça sur un cas emblématique, qui est celui de la transfert de Fourier de la porte rectangulaire. Donc la porte rectangulaire, que je vais noter rect indice grand T de T, c'est un signal qui vaudra 0, sauf entre moins T sur 2 et T sur 2, les deux étant par exemple inclus, où le signal vaudra 1. Donc de moins l'infini à moins T sur 2, c'est 0. De T sur 2 à plus l'infini, c'est 0. Par contre, entre moins T sur 2 et T sur 2, ça vaut 1. Donc on va poser S1 de T égale rect indice T de T. Et donc du coup, je peux calculer grand S1 de F comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de rect indice T de T, c'est S1 de T, que multiplie exponentielle moins 2 pi JFT dt. Mais mon signal rectangulaire, il est non nul uniquement entre moins T sur 2 et T sur 2. Donc ça veut dire que mon intégrale, elle ne va plus aller de moins l'infini à plus l'infini, mais aller juste de moins T sur 2 à T sur 2. Donc en fait, grand S1 de F, dans ce cas-là, c'est l'intégrale de moins T sur 2 à grand T sur 2, d'exponentielle moins 2 pi JFT dt. Maintenant, ici j'ai quelque chose qui est de la forme exponentielle U. Ce qu'il faudrait, c'est dire, voilà, nous ce qu'on sait, c'est que si on a U' exponentielle U, la primitive c'est exponentielle U plus éventuellement une constante. Alors là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est procéder de manière inverse. C'est-à-dire, si j'ai l'exponentielle et que j'ai la dérive par rapport au temps, je fais apparaître un moins 2 pi JF. Donc la primitive qui va me donner exponentielle moins 2 pi JFT, c'est exponentielle moins 2 pi JFT divisé par moins 2 pi JF. C'est-à-dire ce que je fais descendre quand je fais en fait la dérivée de la phase. Donc S1 de F, c'est encore moins exponentielle moins 2 pi JFT sur 2 pi JF, évalué entre moins T sur 2 et T sur 2. Ça va nous donner quoi ? Exponentielle pi JF grand T, moins exponentielle moins pi JF grand T, sur 2 pi JF. Alors, ce qu'on sait, c'est que le sinus pi f grand T, c'est exponentielle pi jf grand T moins exponentielle moins pi jf grand T sur 2j. Donc en fait, S1 de f, c'est sinus pi f grand T sur pi f. Et si on introduit sinus pi f grand T sur pi f grand T en multipliant numérateur et dénominateur par T, on a quelque chose en fait qui donne grand T sinus cardinal de pi ft. Ça veut dire qu'à la porte rectangulaire de largeur T est centrée autour de 0, on va faire correspondre, grâce à la transformée de Fourier, grand T sinus cardinal de pi ft. Alors le sinus cardinal correspond à sinus x sur x. On va avoir en fait un sinus qui va être atténué par une courbe en 1 sur x. Donc on va avoir des ondulations jusqu'en plus l'infini, mais avec au final des ondulations qui seront de plus en plus faibles en amplitude. Donc c'est un signal en fait qui va de moins l'infini à plus l'infini. Alors comme rect indice T de T, c'est un signal pair, on a aussi le couple T sinus cardinal de pi ft qui par transfert de Fourier donne rect indice T de T. Alors on va introduire un changement de variable pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus sympathique à interpréter. Donc à petit f, je vais faire correspondre petit t, à petit t, je vais faire correspondre petit f, et à grand T, je vais faire correspondre grand F. C'est-à-dire que les f, je les remplace par des t, les t par des f. À ce moment-là, grand T donne grand F, sinus cardinal, je n'y touche pas, pi petit f, grand T, ça devient pi grand F petit t, et rect indice T, ça devient rect indice F, et de T, ça devient de F. Ce qui veut dire qu'à grand F fois sinus cardinal de pi grand ft, je vais associer le signal
rectangulaire, donc la porte rectangulaire de largeur grand F centrée en 0. Donc un signal qui vaut 1 entre moins f sur 2, f sur 2. Donc ça explique qu'un filtre passe-bas idéal de fréquence de coupure f sur 2, c'est-à-dire la porte rectangulaire fréquentielle, a pour réponse impulsionnelle un sinus cardinal, qui va donc aller de moins l'infini à plus l'infini. On verra que ça, c'est un problème assez violent même. Et ce qu'on peut dire, c'est que je pense que tout le monde sera à peu près d'accord pour dire qu'il est difficile d'envisager de calculer directement la transfert de Fourier d'un sinus cardinal en appliquant la définition de la transfert de Fourier. Alors que, vu qu'on a vu en fait que la porte rectangulaire temporelle donnait un sinus cardinal, grâce à la dualité, en fait on a obtenu, simplement en faisant le changement de variable adéquat, le résultat. Donc ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'à la porte rectangulaire temporelle, on fait correspondre par transfert de Fourier t sinus cardinal de pi f grand t, et qu'à grand F sinus cardinal de pi grand ft, on fait correspondre la porte rectangulaire fréquentielle de largeur f. Par contre, ce qui va poser aussi problème, c'est que la porte rectangulaire en temporel, elle était centrée en t égale 0, elle allait de moins t sur 2 à t sur 2. Donc la porte rectangulaire fréquentielle, elle est centrée en f égale 0, et elle va de moins f sur 2 à f sur 2. Donc ça veut dire que là, ce qu'on vient de voir, c'est que potentiellement, on a des fréquences qui sont négatives. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut traiter comme problème. Donc du coup, intéressons-nous au problème des fréquences négatives. Alors l'origine du problème. Alors, on peut remarquer que les définitions des transferts de Fourier, comme l'a montré l'exemple du filtre passe-bas, elles font apparaître des fréquences négatives, dont la signification physique est problématique. Parce que autant une fréquence positive, on peut comprendre à quoi ça correspond d'un point de vue physique, autant une fréquence négative, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Alors, en fait, ces fréquences n'ont pas de sens physique, elles n'ont un sens que mathématique, parce qu'elles sont directement en fait produites par l'utilisation des exponentielles complexes dans les définitions où on a remplacé les cosinus et les sinus par leur expression grâce à ce qu'on avait vu en fait comme rappel, qui se basait sur l'utilisation de la relation de l'air. On sait que cosinus d'oméga t, c'est exponentielle j oméga t plus exponentielle moins j oméga t sur 2. Donc le cosinus fait apparaître l'exponentielle plus et l'exponentielle moins, donc les fréquences positives et négatives. Et pour le sinus, c'est la même chose, puisque le sinus d'oméga t, c'est exponentielle j oméga t moins exponentielle moins j oméga t sur 2j. Donc que ce soit des cosinus ou des sinus, si on utilise des exponentielles complexes, on fait forcément apparaître en fait des fréquences négatives. Mais ça, c'est juste en fait une opération en fait qui résulte du choix en fait mathématique d'utiliser les exponentielles complexes. C'est donc un artefact mathématique qui est intéressant parce qu'il va simplifier les calculs de transformés, surtout quand on va être amené à manipuler des dérivations de signaux. Puisqu'on a vu que potentiellement, une équation différentielle, ça devenait en fait une équation polynomiale en j-oméga. Alors maintenant, ce qui est bizarre, c'est que on a introduit donc des fréquences négatives, mais quand on fait l'étude d'un filtre et qu'on trace son diagramme de Bode, on n'en parle pas. Donc du coup, comment se fait-il qu'on n'en parle pas s'agissant du spectre ? Alors déjà, le spectre, en fait, c'est simplement un vocabulaire en fait propre au traitement du signal qui désigne la transfert de Fourier. Par abus de langage, souvent les gens utilisent spectre en parlant en fait du tracé du module de la transfert de Fourier. Alors que normalement le spectre c'est la transfert de Fourier. Donc si je pars de grand S d'oméga, par définition c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins j oméga t dt. Grand S de moins oméga, si je remplace oméga en moins oméga, j'ai donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle j oméga t dt. Et ce qu'on sait, c'est qu'en physique, ce qu'on va manipuler, alors dans le cas temporel, pour l'électronique par exemple, mais aussi en fait dans les cas spatio-temporels en général, c'est des signaux physiques qui seront à valeur réelle.
Bon, il y a le cas peut-être de la mécanique quantique qui peut poser question, mais sinon, en général, en physique classique, on aura des signaux à valeur réelle. Si maintenant je calcule le complexe conjugué de grand S d'oméga, donc S étoile d'oméga, c'est le complexe conjugué d'une intégrale, et on avait vu en fait dans le chapitre sur les complexes conjugués que le complexe conjugué d'une somme, c'était la somme des complexes conjugués. Donc si on suppose en fait que c'est valable aussi pour les intégrales, le complexe conjugué de l'intégrale, c'est l'intégrale du complexe conjugué. Donc ici, S étoile de oméga, dans ce cas-là, ça devient l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du complexe conjugué de S de t exponentielle moins j oméga t. Alors maintenant, S de t exponentielle moins j oméga t, dans le complexe conjugué, on a un produit. Mais ce qu'on avait vu aussi, c'est que le produit, grâce par exemple à la description en fait polaire, que le complexe conjugué d'un produit, c'est le produit des complexes conjugués. Donc ça nous donne encore grand S étoile de oméga, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S étoile de t exponentielle j oméga t dt. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on est dans un cas où les signaux que l'on considère sont à valeur réelle. Donc S étoile de t, c'est S de t. Donc ça veut dire que S étoile de oméga, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle j oméga t, et ça on a vu que c'était grand S de moins oméga. Donc ça veut dire, en définitive, que grand S de moins oméga, c'est le complexe conjugué de grand S d'oméga. C'est ce qu'on va appeler la symétrie hermitienne. Donc, pour un signal à valeur réelle, le spectre vérifie la symétrie hermitienne, c'est-à-dire que S de moins oméga, c'est S étoile d'oméga, quel que soit oméga appartenant à R. Alors, la conséquence de la symétrie hermitienne, c'est que pour les signaux à valeur réelle observés en physique, donc en acoustique, on va pouvoir faire l'économie de l'étude de ce qui se passe pour les fréquences négatives. Alors, pour l'amplitude, si je calcule l'amplitude de S de moins oméga, c'est le module de S de moins oméga, c'est donc le module du complexe conjugué de grand S d'oméga, mais le module du complexe conjugué, c'est le module du nombre complexe, donc c'est le module de S d'oméga. Donc ce que l'on voit, c'est que le module de S de moins oméga, c'est le module d'oméga. Donc ça permet de vérifier que le spectre d'amplitude est pair. Alors maintenant, pour le spectre de phase, lui, il est impair. Ça vient aussi de la symétrie hermitienne, puisque ce qui se passe pour S de moins oméga, c'est le complexe conjugué de S d'oméga. Alors prendre le complexe conjugué, ça revient à changer le signe de la phase. Donc du coup, si pour chacune des fréquences, quand on passe d'oméga à moins oméga, on change le signe, on a bien en fait un spectre de phase qui est impair. Donc ça permet en fait d'oublier cette idée qu'on a des fréquences négatives qui sont présentes dans le cas en fait de l'utilisation des exponentielles complexes dans les transferts de Fourier. Alors le cas où on sera obligé d'en tenir compte, c'est quand on fera la mise en œuvre informatique, par exemple en utilisant des transferts de Fourier rapides pour la convolution ou des filtrages, en utilisant donc des transferts de Fourier rapides, parce que là, il faudra bien s'assurer de traiter à la fois les fréquences positives et les fréquences négatives. Pourquoi ? Parce que quand on reviendra au signal réel qui nous intéresse, qui sera le signal physique ou le signal temporel, chaque fois qu'on aura une fréquence, que ce soit un cosinus ou un sinus, il faudra intervenir l'exponentielle pour la fréquence positive, mais aussi pour la fréquence négative. Donc pour faire disparaître ou pour modifier une fréquence, il faudra que je veille aussi à travailler de manière associée la fréquence opposée. Donc c'est le seul cas où en fait il faudra faire attention au fait qu'on a quelque chose qui correspond à une description avec des fréquences négatives. Donc pour l'utilisation dans les algorithmes de convolution rapide, on sera amené à tenir compte en fait des fréquences négatives. Donc ceci conclut ce nouveau chapitre de la série Renforcement en sciences consacré à l'étude des transferts de Fourier. Il restera donc à continuer l'extension de ce que l'on a vu au cas en fait des transferts de Laplace.